vous êtes décidé à jouer, que vous êtes en maillot, que vous êtes monté sur le plongeoir. On va vous donner quelques conseils pour le grand saut. Alors, cher, j'ose pas dire MJ, cher futur MJ, quelques petites indications, quelques petits conseils pour vos premières parties. Alors, le premier conseil, c'est tout simplement de préparer la partie, parce que l'aspect organisationnel, des fois, c'est la première difficulté. On l'a dit, le jeu de rôle, en fait, il faut bien se rendre compte que le jeu de rôle, c'est chronophage. Ça prend du temps. On a des sessions qui durent souvent 4-5 heures et on a souvent des parties qui demandent plusieurs sessions. Hein, je pense à quelque chose en ce moment. J'en pense à une en particulier qui dure depuis plusieurs mois, sur lequel on est. Donc il faut que vous ayez des joueurs, des amis qui soient prêts à jouer avec vous pendant longtemps. Ce que je pourrais conseiller moi à une personne qui va faire jouer une partie à des personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, c'est de préparer un scénario qui durera uniquement une soirée. Que ça soit 2, 3, 4 heures. En général, c'est rare de dépasser 4 heures sur une partie en une soirée. C'est de préparer des scénarios qui sont assez courts. Il y en a de plus en plus dans le commerce maintenant. Juste pour citer, on pourrait citer le recueil pour l'appel de Cthulhu. C'est Aux portes de la terreur. Oui, aux portes. La nécropole, le scénario que tu nous avais fait qui était très bien. Donc dans ce recueil de scénarios, vous en avez 3 qui sont des scénarios qui peuvent être faits en une soirée. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le conseil pour un maître de jeu qui veut lui déjà s'essayer à maîtriser une partie avec des joueurs qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, c'est de commencer par des scénarios qui sont courts. Trouvez des joueurs, trouvez un lieu où vous pouvez les réunir et puis préparer l'accueil, qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table, qu'ils puissent avoir à manger et à boire, qu'ils puissent se trouver confortables dans votre partie. Préparez de la déco si vous aimez ça. Hein, c'est pas obligatoire, mais l'ambiance est très importante si vous voulez immerger les gens leur donner toutes les raisons de revenir, c'est de préparer votre ambiance. Faites un truc cool, si ce n'est que des fois quelques bougies. Voilà, essayez de les sortir un petit peu le but aussi, c'est de sortir les gens de leur quotidien et de les amener dans un univers qui est différent, où ils vont arrêter de penser à tout ce qui s'est passé dans la journée. Ensuite, forcément, il faut préparer votre histoire. Hein. Pour pouvoir jouer un scénario, il faut en avoir un. Donc, le préparer, ça veut dire le lire, et puis surtout y penser. Penser à comment vous allez jouer, comment vous allez interpréter les personnages non-joueurs, comment imaginez un peu comment les joueurs peuvent le jouer, tout en étant prêts à improviser, connaître son histoire, tout simplement. Un petit conseil pour l'interprétation des personnages, en tout cas des PNJ, ce qu'on appelle les personnages non joueurs, les personnages que le maître de jeu va incarner, que ce soit le bibliothécaire, le voisin, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'essayer de saisir ce personnage-là, à quoi il pourrait ressembler dans un film. C'est-à-dire, tiens, lui, je le verrais, il me fait bien penser à... je me souviens, j'avais fait un scénario, j'avais dit, ce personnage-là, il me fait penser à Hannibal Lecter. Alors du coup, je vais essayer de le jouer, moi, dans ma tête, comme si c'était Hannibal Lecter. Tiens, tel personnage, il ressemble plus à... je prends un autre univers, mais il ressemblerait plus à Bilbon le Hobbit. Du coup, à comment est-ce que je vais le jouer moi? Et du coup, ça m'aide moi à jouer le personnage. Alors forcément, je suis pas acteur, moi personnellement, voilà. Mais je me dis comment est-ce que dans la mentalité du personnage, je peux le jouer? Ça peut aider. Voilà, en fait, on s'enrichit de différentes formes d'art. Hein. Le cinéma en est un.
de façon évidente, mais ça peut être aussi un personnage de jeu vidéo que vous avez apprécié, ça peut être littéraire, tout simplement, hein, parce qu'en fait, à la base, le jeu de rôle, c'est une activité littéraire qui se fait autour du conte, donc un personnage que vous avez apprécié dans un livre, comment l'interpréter, et puis la littérature va vous aider d'une autre façon, c'est les descriptions. Donc je me rappelle, c'est Gélus qui disait dans sa vidéo, il faut aimer lire pour faire du jeu de rôle, parce que d'une part les livres de jeu de rôle sont gros, mais aussi pour une autre chose, c'est que vous vous enrichissez de vos lectures et qu'elles vont nourrir vos descriptions et vos interprétations. Ça c'est évident. Ensuite, il faut accueillir les joueurs et préparer leurs personnages, puisque vos joueurs vont arriver, et il faut qu'ils se glissent dans leurs personnages. Alors là, deux solutions. Vous prenez le temps de créer des personnages, ou alors vous leur proposez ce qu'on appelle des pré-tirés, donc des personnages qui sont déjà créés et qui vont pouvoir interpréter directement. Et ça, par exemple, dans le recueil dont on parlait tout à l'heure, hein, aux Portes de la Terreur, vous avez donc les 3 scénarios et en même temps, vous avez pour chaque scénario des feuilles de personnages qui sont déjà prêtes. Comme ça, vous êtes sûr de pas... des fois, ça peut braquer les gens de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à tirer des dés pour créer un personnage alors qu'ils s'attendent à jouer tout de suite. Une fois que vous aurez fait une première partie où vous avez des personnages qui sont déjà faits, je pense que les personnes qui seront intéressées, qui voudront rejouer, ils voudront à ce moment-là créer leur personnage et ils y passeront du temps. Ça ne sera plus un problème parce qu'ils vont vouloir, ils vont savoir à quoi ça ressemble, comment ils ont vécu la chose la première fois et ils vont se dire cette fois je vais pouvoir créer mon personnage, je vais pouvoir lui donner une personnalité, je vais pouvoir l'optimiser de A à Z. Voilà, vos joueurs sont maintenant réunis autour de la table. Vous-même, vous êtes derrière votre écran. Enfin, si vous jouez avec un écran, et il va falloir commencer à jouer. Alors, commencer à jouer, c'est déjà savoir raconter. Il faut maîtriser l'outil. On peut y arriver progressivement. Il y a des scénarios qui proposent des paragraphes à lire. Donc on peut commencer comme ça, en ayant On peut même commencer avec un livre dont vous êtes le héros. Hein, d'ailleurs, votre première partie de jeu de rôle, elle peut se faire avec un livre dont vous êtes le héros, dont vous lirez les paragraphes. Ou alors, vous pouvez vous lancer tout de suite ou très rapidement dans l'improvisation. Vous avez lu la description, vous allez la refaire à votre sauce. Soit en l'étoffant, soit au contraire en la résumant, et puis dès le départ, essayer de créer une ambiance. Donc là, c'est le coup de main. C'est l'expérience qui va faire que vous saurez raconter en lisant ou en improvisant. Ne vous en faites pas si vous n'êtes pas très content du résultat dès le début. Hein. On a tous eu, j'en parlais à une de nos joueuses il n'y a pas longtemps, qui disait c'était catastrophique la première fois. Ça a été catastrophique pour nous tous la première fois, mais c'est normal, hein. Faut qu'il y ait une première fois. Et vous verrez que plus vous allez le faire, plus vous aurez de plaisir à le faire. On commence par une introduction, généralement une présentation du scénario, une présentation de l'histoire, de comment les personnages vont se retrouver. Donc on commence par lancer une introduction et derrière, l'histoire va suivre son cours. On va faire une description d'environnement avant même de jouer des personnages non joueurs. Alors là, un petit conseil sur le rythme. Il va falloir aussi que vous appreniez à gérer le temps long et le temps resserré. Effectivement, quand vous faites une description, on a des passages où le temps se déroule exactement comme on le joue. Hein, par exemple, vous arrivez, vous sortez de la voiture, vous descendez, vous voyez la maison, elle vous fait telle impression. Et on va laisser jouer les joueurs. Et puis il y a des fois, il peut y avoir des passages de temps resserrés. Hein. Par exemple, les moments de combat, on va prendre 10 minutes à voir ce qui se passe en 5 secondes d'action. Comme si on était tous dans des ralentis. À l'inverse, il y a du temps allongé
quand, par exemple, on va dire qu'est-ce qui se passe pendant un mois, vous êtes en cours de guérison, vous allez voir des personnes que vous voyez. Moi, je prends souvent l'exemple d'un auteur que j'aime beaucoup. Alors là, ça va vraiment faire super daron. C'est Émile Zola. Émile Zola, là, ce grand monstre de la littérature française. Si vous lisez ses livres, notamment les Rougon-Macquart, vous verrez que les chapitres sont alternés. Il y a une alternance où on va voir ce qui se passe pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et des scènes où va être décrit précisément ce qui se passe en temps réel. Donc il faut avoir déjà cette idée du rythme et du changement de rythme dans les histoires. Ensuite, vous avez à définir un style. Comment vous faites pour vos descriptions de personnages non joueurs. Là, en gros, il y a deux choix. Soit vous pouvez rester à la troisième personne, y compris vos joueurs, c'est-à-dire il arrive, il vous dit que ceci et que cela, que le Major Higgins a été retrouvé, ou vous pouvez faire du roleplay direct, c'est-à-dire de l'interprétation directe de vos personnages. Le majordome arrive, il vous regarde d'un air grave et il vous dit « Je crains que le Major Higgins n'ait été tué. » Là, vous voyez la différence. Soit vous interprétez directement et vous dites ce que le personnage dit, soit vous passez par cette troisième personne. Et puis à un moment, il va falloir motiver les joueurs pour que ça soit à eux d'agir. Et ça, c'est un rôle important du maître de jeu. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Ça, c'est la question. Et ouais, voilà. Là, c'est le moment où ce n'est plus le MJ qui saute dans le grand bain, mais le joueur. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Le premier, qu'est-ce que vous faites que vous allez dire à vos joueurs ? Ben, généralement, il y aura un flottement derrière. Il va falloir gérer le flottement parce que pour la première fois, le joueur va devoir interpréter son personnage, incarner son personnage. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit vous êtes coupé pendant votre introduction ou quelqu'un dit « bah je veux faire ça » en plein milieu de votre laïus. Ou alors, après votre première intervention, vous lancez cette fameuse phrase « qu'est-ce que vous faites ?» Et là, effectivement, vous avez un blanc. Alors, vous savez, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ils se regardent un petit peu en général. Qui veut prendre la parole en premier ? Ils osent pas trop. Typiquement, des joueurs un peu timides, c'est comme ça qu'ils réagissent. Moi, j'ai souvent vu. Puis, je sais pas toi, mais tu te souviens de ton premier « qu'est-ce que vous faites » ? Je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr de m'en souvenir. Non, comme ça, là, ça me revient pas. Je sais pas, toi, tu te souviens de ce moment-là ? C'était il y a super longtemps, puisque c'était il y a quelque chose comme 40 ans que j'ai eu mon premier « qu'est-ce que vous faites ?» Mais en fait, il était plus facile parce que c'était à Mega. C'est un jeu de mission. Donc généralement, on a un briefing au début et puis... moi, si je peux vous donner un conseil en tant que MJ, ne mettez pas tout de suite au début avec des joueurs débutants, ne faites pas ce qu'on appelle du media res, c'est-à-dire ne commencez pas en plein milieu d'une action ou d'une conversation politique tendue, mettez les joueurs dans une situation confortable où ils vont pouvoir, par exemple, en médiéval fantastique, typiquement, le « qu'est-ce que vous faites ?» ça va être sur l'équipement. Vous êtes au magasin d'équipement, qu'est-ce que vous allez choisir comme équipement ? Ou à la taverne, où ils ne sont pas en situation de danger, vous êtes à une table entouré de gens, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc il y en a un qui peut commander un verre et commencer le roleplay comme ça, ou voilà quoi. En général, ce qui peut être bien c'est de tendre des perches, c'est-à-dire que dans votre description, vous allez donner déjà ça va être clair en fait les possibilités. Alors
on peut tout faire en jeu de rôle. Hein. La personne peut totalement... par exemple, vous n'aviez pas donné l'option d'aller prendre un verre au comptoir de la taverne. Et puis la personne, elle va instinctivement, elle va dire je vais prendre un verre. C'est pas une option que vous aviez proposée forcément, mais vous pouvez tout à fait donner des pistes en disant vous voyez telle personne, elle est là-bas. Vous avez un deuxième gars, il est là-bas. Et puis vous avez l'aubergiste qui nettoie son verre. Qu'est-ce que vous faites? En fait, là, vous donnez 3 pistes, 3 possibilités. Même si la personne, elle peut faire autre chose, elle a quand même 3 possibilités claires qu'elle peut saisir en termes de prise de perche. Voilà. Ensuite, assez rapidement, il faudra indiquer à vos joueurs ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Alors, d'un point de vue physique, déjà, tout simplement, ils vont voir quelles actions ils peuvent faire naturellement, hein, genre marcher, boire un verre, parler. Ça, normalement, ça génère pas de difficultés. Quelles actions ils ne peuvent pas faire, détruire une pierre d'un seul coup de poing, se retrouver à une ville qui est à 100 km en quelques minutes, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais quelle action ils peuvent faire, mais pour lequel la réussite n'est pas sûre. Et à ce moment-là, on introduit les règles, c'est-à-dire que tout ce qui est réalisation va faire l'objet, le plus souvent, d'un jet de dés, selon le système. À l'appel de Cthulhu, c'est généralement un jet de compétences, ou avec un tiret de descent, pour savoir si l'action est réussie ou pas. Donc, est-ce que vous allez pouvoir reconnaître que ce seau cylindrique vient de Mésopotamie et date du XIIe siècle avant Jésus-Christ? Ça va faire l'objet d'un jet d'archéologie, par exemple. Donc, assez rapidement, vous pouvez amener les joueurs à lancer les dés. Généralement, d'ailleurs, ils aiment bien, puisqu'on se retrouve en terrain connu. On voit qu'on est dans un jeu où il y a des règles et on peut faire quelque chose. Donc ça, généralement, ça passe sans trop de problèmes. Ensuite, il y a quand même autre chose que vous allez introduire, et ça peut être plus compliqué, c'est ce que les joueurs peuvent faire ou ne pas faire moralement. Et ça, effectivement, c'est ce que... moi, je parle de gérer le malaise. Ça peut être plus difficile. Ça dépend du jeu où vous êtes. Mais assez rapidement, les joueurs vont se rendre compte que on est dans un monde imaginaire, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais peuvent-ils vraiment faire ce qu'ils veulent ? Je vais prendre un exemple. Moi, j'étais dans un groupe avec des joueurs qui avaient beaucoup joué à Donjons et Dragons, et puis en plus de façon assez échevelée, je vais dire, assez libérée. Et donc, il y a un de mes amis qui m'a raconté une partie de l'appel de Cthulhu avec ce groupe, où en gros ils arrivent dans un village, ils voient un gamin assez misérable qui court un peu plus loin, et une des joueuses sort une carabine et lui tire dessus. Choquant. Oh. Et là, c'est quand même un peu problématique, parce que même si physiquement elle a le droit de sortir une carabine et de tirer dessus, est-ce que moralement un personnage, une investigatrice, une citoyenne américaine des années 1920 va naturellement se donner le droit de tirer sur un enfant à la carabine? Oui, c'est là aussi où on va parler de session zéro ou de contrat, je sais plus comment on appelle ça, un contrat. Contrat social. Contrat social, voilà. Social. Il y a un Comme contrat chez Rousseau. social qui est plus ou moins tacite entre le maître de jeu ou le gardien des arcanes et les joueurs, où on s'engage mutuellement sur certains points. Notamment, là, tu parlais de partir un petit peu en vrille en faisant n'importe quoi. On peut aussi, dans l'appel de Cthulhu, on peut aussi choisir ou non d'interpréter des personnages racistes.
parce que c'est l'Amérique des années 1920, il y avait du racisme. Bon, il y en a toujours aujourd'hui, hein, mais il y en avait, en tout cas c'était plus marqué à l'époque. Il y a plein de choses comme ça dans le médiéval fantastique. Moi, ça m'est souvent arrivé d'entendre des gens qui voulaient partir dans des délires de viol, tu vois. Donc voilà, il y a un contrat, une sorte de contrat social entre les deux parties qui jouent, le maître de jeu et ses joueurs, pour dire qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Est-ce que éventuellement parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui sont sensibles avec tel thème ou tel thème? Et puis on peut choisir de complètement occulter des choses, quoi. Voilà, est-ce qu'il est implicite ou explicite ce contrat social? Moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jamais avant une partie, on disait tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et plus ça va, plus effectivement, je le fais pas avec vous, hein, mais c'est clair quand c'est dit, plus que quand ça n'est pas dit. Donc effectivement, déjà, vous ne connaissez pas forcément tous vos joueurs et oui, il peut y avoir des joueurs qui ont une sensibilité exacerbée sur tel ou tel point. En plus, soyons clairs, hein, le jeu de rôle a clairement été accusé d'être un milieu peut-être pas misogyne et au moins machiste, mais où les joueuses se sentaient mal pour des tas de raisons. Et autant le dire, il y a un MJ, il peut dire dès le début, non, pas cela à ma table. Tant pis si ça crée des problèmes. Après, il y a des outils, hein, on pourra revenir sur les X-Cards par exemple, ou d'autres types d'outils, mais autant vous dire que ça peut créer un problème, ça peut créer un malaise, et autant l'expliciter. Enfin, on va aborder un dernier point, on en a déjà parlé au début, mais c'est que vous, en tant que MJ, vous avez également un pouvoir et il faut ne pas en abuser. Le MJ n'est pas l'ennemi des joueurs. Le MJ n'est pas là pour vaincre les joueurs, pour les battre, pour les tuer. Le MJ est là pour que les joueurs passent un bon moment. Donc, essayez d'éviter que la partie ne dégénère en un affrontement entre vous et vos joueurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et s'il y a eu une tension entre vous et vos joueurs, autant en parler à la fin pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Après, en règle générale, c'est quand même... Moi, j'ai pas trop eu je pense pas, je me souviens pas en tout cas d'une expérience marquante sur cet aspect-là. J'ai toujours vécu des parties de jeux de rôle où tout le monde autour de la table était bienveillant, pas d'embrouille particulière. On est là pour passer un bon moment tous ensemble. Si autour de la table vous avez que des personnes que vous connaissez, avec qui vous vous entendez bien, pour moi il n'y a vraiment aucune raison que ça se passe mal. Bien sûr. En fait, si on parle de ça, et c'est parce que je trouve que c'est dommage que beaucoup de gens aient eu un a priori négatif sur le jeu de rôle à cause d'une première expérience ratée. Parce que, comme tu dis, souvent on joue avec des gens qu'on connaît, mais pas forcément. En convention, en club, on peut être amené à jouer avec des joueurs qu'on ne connaît pas du tout. Et il peut y avoir un problème à ce niveau-là. Et moi, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui aient testé un jeu de rôle une fois, et à cause d'un maître de jeu trop autoritaire ou qui dit des trucs ou trop grivois ou d'autres joueurs, on ait une expérience complètement négative et qu'on ait lié cette mauvaise expérience au jeu de rôle et pas au problème qu'il y a eu sur cette partie en particulier. C'est pour ça que ça peut être intéressant pour la première partie de jouer avec des gens que vous connaissez, de réunir un groupe de personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de passer du temps, et pour être sûr de créer un cadre qui soit propice à une première expérience. Enfin, dernier mot, juste pour vous dire, en tant que maître de jeu, vous avez le pouvoir et même le devoir de parfois improviser
Et dans certains passages, soit pour fluidifier le jeu, soit pour le rendre plus amusant, ou pour faire une action en particulier, d'oublier les règles. Hein. Par exemple, il y a une scène où un meurtre doit se produire. Votre PNJ, vous n'allez pas lui faire tirer les dés, mais vous allez considérer que l'action est forcément réussie. Et ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire que il y a des fois où vous pourrez considérer qu'une action d'un joueur est forcément réussie ou loupée parce que vous avez envie de faire avancer l'histoire de cette façon. C'est pas tricher de faire ça, c'est simplement que les règles ont leur importance, mais qu'il y a des moments où il faut les laisser de côté. Je ne citerai pas la fameuse citation qui paraît-il de Gary Gygax concernant le bruit des dés derrière les écrans, mais j'y pense très fort.